Vous écoutez 100% Nature sur Radio Aléo. Aujourd'hui, nous allons parler des castors, un animal de la famille des rongeurs semi-aquatiques. Un animal qui a failli disparaître mais qui fait sa réapparition sur le terrain, notamment en Saône-et-Loire. Pour en savoir plus, nous recevons Julien Arbet, qui est photographe et éducateur à l'environnement. Bonjour Julien. Bonjour. Le castor a bien failli disparaître en France. Pourquoi était-il autant chassé ? Oh là là, il a été chassé pour plein de raisons. Il était chassé pour sa viande, hein, il était mangé. Il était chassé pour sa fourrure. On utilisait sa fourrure pour faire des vêtements. Aussi parce qu'il faisait des dégâts le long des rivières. Donc un castor qui coupe des arbres le long d'une rivière, le propriétaire des arbres est pas très content parce que ces arbres il pourra pas les vendre. Et puis aussi parce qu'il inondait certains terrains agricoles ou des voies de circulation en créant des barrages. Et puis il y a une raison aussi qui est assez étonnante, c'est qu'à l'époque, le castor était considéré par la religion comme un poisson, vu qu'il vivait dans l'eau. Donc les prêtres autorisaient la population des villages, des villes à manger du castor pendant le carême, alors qu'on n'était pas censé manger de viande parce qu'il était considéré comme un poisson. Donc tout ça réuni fait que le castor, il y a plus d'un siècle, et il a failli disparaître. Le castor est le plus gros rongeur d'Europe. Jusqu'à combien de kilos peut-il faire ? Je sais plus exactement, mais c'est lourd. Les gros castors, ils font plus de 15 kilos. Donc, je crois que les gros, c'est quasiment 20 kilos. Mais on va dire qu'un castor de 15 kilos, c'est déjà un bon castor. Et c'est vrai que pour un rongeur, c'est gros. Hein. Quelles sont les caractéristiques du castor ? Il a pas mal de caractéristiques comme tout, physique ou comportemental. C'est un rongeur, donc il a des grandes incisives qui poussent continuellement puisqu'il les use en grignotant les troncs. Donc elles poussent au fur et à mesure qu'il les use. Il a une grande queue plate, recouverte d'écailles. Et sa grande queue plate, il va l'utiliser comme gouvernail quand il se déplace. Il va l'utiliser aussi pour taper la surface de l'eau quand il y a un danger potentiel, un prédateur, un humain. Le castor, il va prévenir ses congénères en tapant un coup à la surface de l'eau avant de plonger. Il a une fourrure très très dense. C'est pour ça, entre autres, qu'il était recherché pour fabriquer des vêtements. Une fourrure qui va le protéger de l'eau. Quand il nage, on peut le confondre avec le ragondin. Alors, le castor, il a la particularité d'avoir que la tête hors de l'eau lorsqu'il nage, alors que le ragondin, on voit la tête et le haut du dos. Voilà, il a des très gros ongles, on pourrait appeler ça des griffes, vraiment des très gros ongles qu'il va utiliser pour creuser des terriers dans les berges des rivières, des lacs, etc., parce qu'il habite dans des terriers. Et puis, il a un comportement assez particulier chez les mammifères, il partage ça avec le blaireau, quelques autres espèces, mais c'est peu courant. Il vit en clan familial. Donc les adultes vivent avec les jeunes et je crois savoir, à vérifier, mais je crois que le castor, il est monogame et fidèle. Donc le couple va vivre ensemble pendant toute la vie. Tant qu'il n'y a pas de décès, ils vont vivre et se reproduire ensemble. Quels sont ses prédateurs ? Il en a assez peu, le castor, parce que c'est un gros animal qui est difficile d'accès, puisqu'il vit dans l'eau, là où il a assez peu de prédateurs. C'est pour ça que le castor, il fabrique des barrages, c'est pour inonder des zones dans lesquelles il va pouvoir aller se nourrir sans sortir de l'eau. Comme ça, il n'est pas dérangé par les prédateurs. Les principaux prédateurs, c'est le loup. Il n'y a pas grand monde qui s'attaque au castor. Peut-être les jeunes, ils sont plus victimes de prédateurs, mais globalement, il n'a pas trop de prédateurs, quoi. Après, ça va être la mortalité, ça va être des accidents sur la route. Hier, j'étais en Haute-Savoie, je discutais avec un garde de l'Office français de la biodiversité qui me disait que sur la vallée de l'Arve, par exemple, où le castor est bien présent, il y a beaucoup de mortalité sur la route. En traversant la route, la nuit, ils se font taper par les voitures. On va dire que le prédateur principal du castor, c'est la voiture. Est-ce qu'il communique avec des cris ? Peut-être, mais je l'ai jamais entendu chanter, mais c'est possible qu'ils communiquent entre eux par des sons, sans doute, ce qu'on appelle des cris de contact. Donc c'est des petits sons qui portent pas loin et qui leur permettent de garder contact entre eux, entre les adultes et les jeunes, ou entre les adultes eux-mêmes. Mais non, globalement, il est silencieux. On repère pas le castor à l'ouïe, on repère le castor à la vue, soit parce qu'on le voit directement nager, soit parce qu'on voit les indices de sa présence. Des terriers, des huttes, des barrages ou des arbres taillés en crayon, par exemple, ont des cours d'eau, voilà. Il mange quoi ?
Il mange des végétaux, exclusivement des végétaux. Donc à la belle saison, il va trouver pas mal de plantes aquatiques, des nénuphars, des potamos, des tiges de roseaux aquatiques, etc. Et puis à la mauvaise saison, comme il n'y a plus beaucoup de plantes vertes dans les cours d'eau, il va s'attaquer plutôt aux écorces des arbres. Il est un peu au régime, faut imaginer que ça ne doit pas lui faire super plaisir, mais c'est un peu son régime pour subsister à l'hiver. C'est abattre des arbres, grignoter l'écorce qui est autour du tronc et grignoter les branches fines et les tiges assez fines, des rameaux assez souples. Donc il va se nourrir de ça et de bourgeons, quoi, en hiver. Mais voilà, c'est un végétarien. Il a été considéré comme mangeur de poissons pendant longtemps. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il mange ni les œufs des oiseaux, ni les poissons. Les œufs, apparemment, ça arrive, mais c'est très rare. Des œufs dans des nids, des œufs de grèbe ou de canard, par exemple. Mais c'est rare. Comment sont organisées ces journées? Grosso modo, il est nocturne. Donc la journée, lui, il va roupiller. Il est crépusculaire et nocturne. Donc il va sortir le soir au coucher du soleil ou un peu après le coucher du soleil. Parfois, dans les endroits un peu plus fréquentés par les humains, il va sortir vraiment à la nuit. Et alors, son travail, alors ça dépend dans quel milieu il vit, mais s'il a un barrage, ça va être d'entretenir le barrage, donc de boucher là où il y a des fuites d'eau. Il est assez fou, le castor. Dès qu'il y a une fuite d'eau dans son barrage, il l'entend, il faut qu'il colmate sa fuite. Il aime bien les grands travaux, le castor. Donc il va entretenir son barrage, il va partir se nourrir, quoi. Donc il quitte sa hutte le soir, il va se rendre dans les roselières ou dans les zones où il y a des herbiers, puis il va grignoter les fleurs, les feuilles, etc. Et puis la période de rut, je sais chez le castor, je sais pas quand c'est, mais je crois que les accouplements ont lieu dans la hutte, mais à la nuit, quoi. Donc il rentre au petit matin, généralement au lever du jour, il va rentrer dans sa hutte et puis la journée on voit une hutte qui sort de l'eau, mais on voit pas de castor, on se dit ils sont pas là, en fait ils sont là mais ils dorment à l'intérieur et ils sortent que la nuit. Pourquoi un castor construit un barrage et à quoi lui sert-il? Ça recoupe ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que le castor il a peur de ses prédateurs, il est très 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 agile dans l'eau, c'est vraiment un poisson entre guillemets, il est vraiment super agile dans l'eau. Par contre, il est assez pâteau et assez maladroit au sol et pas rapide du tout. Il a une démarche un peu pataude. Du coup, s'il veut accéder à de la nourriture qui est émergée, lui il est dans l'eau, il voit des écorces d'arbres qui l'intéressent, qui pourraient aller manger en hiver, seulement les arbres ils sont en dehors de l'eau. Alors ce qu'il va faire, c'est construire un barrage pour faire monter le niveau d'eau. L'arbre qui convoite va être inondé, il va pouvoir aller jusqu'à l'arbre sans sortir de l'eau, donc en restant, on va dire, plus serein, quoi. Il va être plus tranquille. Le castor, il peut sortir de l'eau pour aller se nourrir, mais il va être aux aguets, il va jamais s'éloigner vraiment très loin de l'eau, parce que c'est dans l'eau qu'il est en sécurité. Donc voilà pourquoi il construit des barrages. Après, s'il est dans un endroit où il y a beaucoup à manger sans sortir de l'eau, il n'a pas besoin de faire un barrage. Dans ce cas-là, c'est inutile, il va pas faire un barrage pour faire un barrage parce que c'est un castor, il le fait vraiment pour accéder à la nourriture qui est en dehors de l'eau quand il a besoin de nourriture. Avez-vous déjà rencontré des castors? J'en ai déjà rencontré un petit peu dans le Jura et dans une rivière qui s'appelle la Bienne. Et puis en Haute-Savoie, parce que j'avais travaillé 4 ans en Haute-Savoie, et du coup il y en a un peu dans quelques rivières et quelques lacs de montagne. Donc là-bas, oui, enfin de montagne, de fond de vallée. Et là-bas, j'ai observé plusieurs fois les castors et j'ai 3 printemps de suite. Je me suis concentré sur le castor, donc à chercher les indices de présence. Alors, ok, il y a du castor ici, il vient d'où, à quelle heure, comment je me cache, est-ce que je me mets dans l'eau, est-ce que je me mets sur le bord de l'eau, à quel moment de la journée ou de la nuit je vais venir, etc. Donc ça m'a pris pas mal de temps pour le voir et le photographier. J'ai fait des belles observations. Les meilleures observations que j'ai faites, c'était de l'intérieur de l'eau en me cachant dans l'eau, dans les roselières, sous une espèce de tente qui flotte, qu'on appelle un afflux flottant. Donc j'allais dans la roselière, là où je voyais qu'il y avait des indices de présence, et puis j'attendais le soir que le castor il débarque. Et quand le castor débarque, moi je suis déjà caché, immobile, et il peut passer à côté de moi sans me remarquer. C'était les plus belles observations que j'ai faites. Comment s'est passée cette rencontre? Caché, planqué, je mets les waders, des grandes bottes qui montent jusqu'au cou, mon afflux flottant que j'ai fabriqué et que j'installe sur le bord de l'eau. Je rentre dans l'eau avec mes waders, donc je prends pas l'eau. Faut toujours que j'ai pied, je suis dans 1 mètre, 1,50 m d'eau. Je me cache sur mon afflux flottant, je marche tranquillement dans la vase jusqu'à aller dans la roselière. Je me planque, c'est-à-dire que je reste pas en plein milieu du plan d'eau, je me mets vraiment contre ou dans les roseaux.
immobile, et puis j'attends que le castor il débarque. Alors un soir, 2 soirs, tu vois rien, et puis un soir, tu le vois, il vient manger juste devant toi. Et des fois, avec une proximité folle, là, j'ai déjà eu la queue du castor qui touchait mon affût, donc mes yeux sont à 20 cm de lui, quoi. C'est vraiment assez inouï quand on sait que le castor est pas forcément un animal facile à... Enfin, il est discret, il peut être assez farouche dans les endroits où il y en a peu, c'est des animaux qui sont très très farouches. Pourquoi un castor a des dents oranges? C'est marrant que vous me posiez cette question parce que je ne savais pas, je l'ai découvert parce que ma fille m'a posé cette question il n'y a pas longtemps. Alors on a fait la recherche sur internet et il paraîtrait qu'il y a du fer dans ses dents. Alors je sais plus qu'est-ce que c'est, un dérivé du fer, quoi, qui va durcir ses dents, les rendre plus abrasives, quoi, plus dures, qui fait que ses dents vont s'user moins vite. Merci Julien d'avoir répondu à nos questions sur la réapparition du castor. Si nos auditrices et nos auditeurs souhaitent en savoir plus, nous les invitons à consulter le site internet de Julien, www.julienarbez.fr. Merci beaucoup. Au revoir. Cette émission a été réalisée par les élèves de première Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la MFR de Pontevel en atelier avec Radio Aléo. C'était 100% nature sur Radio Aléo. Retrouvez cette émission sur notre site internet radioaléo.fr.